Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Déjà, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous dire merci. Merci à tous ceux qui me soutiennent, à tous ceux qui font vivre la chaîne en mettant des commentaires, en mettant des likes ou tout simplement en visionnant les vidéos. Je ne vous le dis pas assez, mais merci. Aujourd'hui, on va analyser Microsoft. Microsoft Corporation. Aujourd'hui, c'est la 3e capitalisation mondiale. Ça change régulièrement. Elle est cotée au Nasdaq et je préfère vous dire tout de suite, à mon avis, j'ai un petit biais parce que je travaille également en informatique et je suis au quotidien avec les outils de Microsoft. Donc forcément, pour moi, c'est peut-être un petit peu biaisé. C'est un biais sectoriel. En tout cas, Microsoft, pour moi, c'est la valeur numéro 1 de mon portefeuille. Je vais pas vous mentir, comme ça, vous verrez cette analyse en toute et bonne conscience. En gros, Microsoft, ça représente 50% de mon portefeuille des actions. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi. Quand on regarde les sources de revenus de Microsoft, il y a déjà 3 grands axes. L'axe qui est le plus connu de tous, eh bien, c'est tout simplement les ordinateurs qui ont un système d'exploitation Microsoft. Windows, tout simplement, mais aussi des tablettes et tout ce genre de choses. Donc ça va représenter un quart de leur business. Il y a également avec ça tous les abonnements, Microsoft Office et tout ce genre de choses, d'accord? Tout ce qui est pour une utilisation personnelle. Ensuite, on va avoir 31,7%, c'est utilisation business. Donc ça va être tout ce qui est niveau serveur également, ou alors tout ce qui est niveau entreprise. Donc la même chose en fait, tout simplement, sauf que c'est pas du tout géré de la même manière. Il y a un serveur qui contrôle tout, ou plutôt il y a un serveur qui contrôle des serveurs qui contrôlent tout, et il y a toutes les applications qui vont avec. Si vous travaillez dans un bureau par exemple, vous en êtes complètement conscient, la plupart des applications que vous utilisez, c'est Microsoft. Que ce soit du Excel, du Word, du Outlook, ou déjà vous êtes sur Windows, donc tout ce que vous faites a du Microsoft. Et maintenant, aujourd'hui en plus, si vous faites du chat GPT, c'est aussi Microsoft, puisqu'ils ont racheté OpenAI, on y reviendra plus tard. Bon, officiellement, OpenAI n'appartient pas à 100% à Microsoft, mais bon, c'est tout comme. Et ensuite, le dernier volet, c'est Intelligent Cloud, donc 43%. Là, c'est tout ce qui va être les applicatifs de l'intelligence artificielle, mais pas que. Il faut savoir que de plus en plus, tout est virtualisé. C'est-à-dire que, en fait, vos ordinateurs sont des coquilles vides et c'est tout géré à distance. Il y a des super ordinateurs qui font tout le travail et vous, quand vous êtes sur un ordinateur, vous allez simplement vous connecter à ces super serveurs. Aujourd'hui, c'est là où il y a la grosse évolution. Ça va pas forcément être sur les ordinateurs personnels, mais c'est sur tout ce qui est Microsoft Azure et tout ça. Voilà, donc c'est vraiment toute l'architecture décentralisée et c'est là aussi qu'ils vont jouer avec l'intelligence artificielle où il va y avoir vraiment une très grande utilité. D'ailleurs, dans ces clouds d'intelligence, c'est aussi justement toute la gestion des données, puisqu'ils en ont besoin d'énormément pour faire tourner l'intelligence artificielle. Donc l'avantage qu'a Microsoft, c'est qu'ils ont déjà toutes les données, et ils s'en servent déjà depuis un moment. On va bien sûr analyser plus ça en détail ensuite. Et pour la ventilation par pays, c'est très simple, ils sont présents quasiment dans le monde entier, donc au niveau des revenus, c'est 51% aux US et 49% dans le reste du monde, pour faire très simple. De toute façon, partout où on va où il y a des ordinateurs, il y a Microsoft. Alors, on va analyser ça maintenant au niveau fondamental, avec des chiffres, pas seulement l'explication de ce qu'ils font. Donc on va voir la structure du capital, sa santé financière, sa croissance, sa rentabilité, et est-ce qu'elle est bonne pour les actionnaires. Allez, c'est parti, on commence avec la structure du capital. Déjà, dans un premier temps, on voit qu'il n'y a même pas 0,05% des actions qui sont détenues par des initiés. Et pourtant, quand on regarde le montant en dollars, ça reste quand même assez élevé. Forcément, la capitalisation est tellement énorme que ça joue beaucoup. Donc c'est une bonne chose en fait, tout simplement parce qu'il n'y aura pas de manipulation de cours par les initiés. Ils n'ont aucun impact sur tout ça. Et qui sont les initiés? C'est tout simplement des directeurs internes de Microsoft. Ensuite, il va y avoir par contre une énorme partie qui sont détenues par les institutions, donc quasiment 74%, mais en fait c'est tout simplement les fonds d'investissement, que ce soit les ETF ou alors des fonds d'investissement actifs. On va voir tout ce qui est BlackRock, Vanguard, Fidelity, Amundi, tous les gestionnaires d'actifs quoi. D'ailleurs, je vais même pas vous faire la liste, il y en a 6910, donc c'est énorme. De toute façon, un fonds d'investissement qui n'a pas de Microsoft à l'intérieur, en tout cas un fonds d'investissement global, ou alors spécialisé tech, il va faire faillite. Donc c'est normal qu'il soit dans autant de choses. Au niveau de la capitalisation boursière, 3000 milliards de dollars, voilà, c'est monstrueux. Ça varie quand même extrêmement rapidement. Elle était repassée numéro 1, là elle est numéro 3 mondiale, derrière Apple et ensuite Nvidia, mais bon, Nvidia fluctue tellement rapidement que c'est possible qu'il repasse rapidement numéro 3 ou numéro 1. Mais ça, en fait, au final, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est sur le long terme. Qu'est-ce que ça va me rapporter dans le futur? Alors, pour la structure, au niveau de la dette, ils ont moins de 100 milliards de dollars de dette. Bon, ce qui pourrait être énorme sur une capitalisation normale, mais sur 3000 milliards, ça représente vraiment très peu. Et en plus, c'est quasiment comblé par les liquidités équivalentes. Et on voit bien sûr qu'ils se financent grâce à la bourse, tout simplement. Et encore là, ils sont un peu endettés, puisqu'ils ont investi beaucoup, on va le voir sur l'intelligence artificielle. Ils ont acheté pas mal de puces, justement, avant qu'il y ait peut-être des pénuries.
catégorie ou on ne sait quoi. Et surtout pour avoir l'avantage concurrentiel d'être dans les premiers. Alors, santé financière, est-ce qu'elle va bien, est-ce qu'elle va pas bien? Tout simplement, est-ce qu'elle est solvable? Bon bah voilà, on a vu la dette et regardez, la part de free cash flow et la part de liquidité, bon bah c'est énorme hein, par rapport à la dette. S'ils ont envie de la rembourser, ils la remboursent en un an. Et surtout, c'est pas le cas que depuis cette année, hein, ça fait déjà un petit moment. D'ailleurs, avant, il y avait encore plus de free cash flow et de liquidité. Mais tout simplement, là, ils ont beaucoup investi, comme je vous ai dit, dans les puces, dans le hardware, pour pouvoir eh bien développer toute la partie logicielle, toute la partie software. Donc solvable bien sûr, hein, elle est en très bonne santé financière. Au niveau de la croissance, de la rentabilité, là on a quelque chose de très intéressant aussi, hein. Elle a une croissance, bon déjà qui est constante, continue, un revenu net qui est pareil, en croissance continue, mais regardez cette marge nette, une marge nette qui est comprise entre 31 et 40% en gros, et ça depuis des années, donc c'est monstrueux. Là c'est un pricing power énorme, ils font ce qu'ils veulent. De toute façon, toutes les entreprises quasiment sont eh bien sous Windows, donc ils font un peu ce qu'ils veulent concrètement. Et les prix pour les professionnels, c'est pas les mêmes que pour les particuliers, hein, ça coûte super cher. Donc très bonne croissance, très bonne rentabilité. C'est pas pour rien qu'elle est numéro 3 mondial. Ensuite, au niveau des cash flows, on peut analyser très simplement. Déjà, on voit, pour faire très simple, qu'elle est très stable, qu'elle a toujours à peu près proportionnellement les mêmes dépenses, les mêmes cash, que ce soit au niveau de l'exploitation, du financement ou également des investissements. C'était vrai, bon, jusqu'à 2024 là, parce qu'il y a eu les énormes investissements eh bien dans les puces, encore une fois, et dans les rachats d'OpenAI. Ça leur a coûté très cher. Regardez déjà dans les montants là, on est à 70 milliards de rachats d'entreprises. Bien qu'il ne l'ait pas racheté totalement, bien sûr. Donc je sais pas si vous suivez un petit peu l'intelligence artificielle. Il y a pas mal de concurrence, mais moi pour me servir d'un peu tous, donc Gemini, celui de Google. On a un petit français qui s'appelle Mistral AI. Et ensuite, en gros, on a ChatGPT. Après, il y en a quelques autres, mais vraiment moins important. Bah, franchement, ChatGPT est largement au-dessus pour le moment. En plus, ça c'est que au niveau textuel, mais ça se développe bien sûr dans les vidéos, dans les process, dans les images, enfin bref, dans tout ce qui est possible de faire au niveau informatique. Donc évidemment, ça leur a coûté super cher, mais de toute façon, ils ont énormément de cash. Et le fait que ça coûte super cher, et ben justement pour eux, c'est un avantage parce que ça met une barrière à l'entrée énorme pour l'intelligence artificielle. Les concurrents, eh ben, ils peuvent pas soulever des centaines de milliards de dollars, enfin sauf justement Alphabet, la maison mère de Google, ou alors Apple, mais qui pour l'instant, eh ben, il va falloir qu'ils trouvent un autre axe, hein, parce que Apple, la quasi-totalité de leurs revenus vient de l'iPhone, et l'intelligence artificielle, ben, on verra à l'automne si ça apporte vraiment quelque chose pour l'iPhone, parce que ça va pas être une révolution, quoi. Ça va avoir 2-3 petits trucs en plus, mais c'est vraiment utile pour d'autres choses, l'IA. On est qu'au début, donc évidemment, ça risque d'évoluer, et Apple reste une très bonne entreprise. Bref. On repart sur Microsoft. On a un free cash flow qui est monstrueux hein, chaque année, donc voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a juste eu en 2023 une baisse du free cash flow. Bah tout simplement pareil parce qu'ils ont eu beaucoup de capex, beaucoup de dépenses d'investissement, mais c'est pour le meilleur pour la suite. Et en plus, petite surprise, maintenant, Microsoft verse des dividendes. Bon, c'est pas avec ça que vous allez être riche, quoique sur 100 ans, ça peut toujours faire quelque chose de bien. Mais aujourd'hui, on a un rendement du dividende qui est aux alentours de 0,7%, qui correspond à 3 $. Donc évidemment, c'est pas un rendement qui est très intéressant, hein, parce que ils ont investi beaucoup, donc là ils ont décidé de donner moins pour les actionnaires. Mais je pense ce qui les intéresse, c'est d'avoir un dividende par action qui est croissant chaque année, hein, parce que c'est ce qu'on voit ici. Il est croissant chaque année, il est passé en 2018 de 1,68 à aujourd'hui 3 $. Et peu importe le rendement, hein, c'est vraiment le montant fixe qui les intéresse, d'avoir toujours des dividendes croissants. Comme ça, en plus, ça va leur permettre de rentrer dans d'autres fonds d'investissement qui jouent les dividendes, ou alors toutes ces entreprises qu'on appelle dividendes aristocrates, ou ce genre de choses, en gros qui ont des dividendes croissants année par année sur de longues périodes. Bon, concrètement, c'est pas les dividendes qui vont ruiner Microsoft. Ça reste une entreprise de croissance, c'est normal. Et le jour où ils commencent à verser 10% de dividendes, je m'inquiéterais. Au niveau de la rentabilité des actionnaires, alors qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, comme toute bonne boîte qui pense à ses actionnaires d'une autre manière, ils rachètent des actions. Et ce rachat d'actions permet bien sûr de diminuer le nombre d'actions en circulation et d'augmenter mécaniquement le prix, en tout cas sur le long terme. On voit quelque chose aussi d'assez intéressant, c'est que le nombre d'employés entre 2018 et 2024, il a quasiment doublé. Comme ils rentrent sur de nouveaux secteurs d'activité, notamment justement l'IA, ils ont besoin de nouvelles personnes, de nouveaux ingénieurs, de nouvelles personnes après pour expliquer comment ça fonctionne, pour former. Voilà, il y a vraiment tout un écosystème nouveau qui se crée. Et petit détail aussi que j'ai oublié de dire, mais Microsoft, c'est un trust. Vous avez vu les montagnes de dollars qu'ils ont. Dès qu'il y a des petites entreprises qui se lancent, qui font des bonnes choses en concurrence, ils n'ont qu'une seule chose à faire,
de les racheter. Donc en fait, ils ont aussi cette mentalité-là, c'est que ils font pas forcément tout en interne, ils attendent que la concurrence fasse, et quand ça fonctionne, ils rachètent. C'est l'avantage d'avoir des centaines de milliards de cash ou d'argent disponible pour acheter les concurrents. C'est la loi de la jungle, les gros mangent les petits. Alors, au niveau de la santé financière, est-ce qu'elle va bien? Bah oui, vous avez vu, hein, on peut pas dire qu'elle aille mal. Elle est en pleine forme, elle a du cash, elle a une très bonne croissance, une très bonne rentabilité, une très bonne santé, et elle pense aux actionnaires. Pour moi, number one de toutes les sociétés aujourd'hui. Et surtout, grâce au vecteur de croissance qu'on voit maintenant, toujours selon Peter Lynch, hein, on va analyser ça de cette manière. Est-ce qu'ils vont pouvoir réduire ses coûts? Alors là, j'ai mis oui et non pour commencer. Celle-ci, c'est pas une erreur, parce que tout simplement, ils vont pouvoir réduire leurs coûts avec l'IA, ils vont pouvoir générer des process qui leur coûtent moins en énergie surtout, hein, parce que c'est ça qui coûte cher aussi avec les data centers. Il y a beaucoup d'énergie consommée et c'est vraiment une part importante des dépenses de l'entreprise. Donc j'ai mis oui parce qu'ils vont pouvoir économiser, trouver des nouveaux process. Par contre, j'ai mis non parce que vous avez vu le nombre par exemple d'employés, il a quasiment doublé, les employés coûtent de plus en plus cher, il y a de l'inflation, donc ça par contre ça va coûter très cher. Donc en fait j'ai mis oui et non parce que ça dépend complètement des secteurs, mais au global ils auront toujours de plus en plus de dépenses, hein, on est d'accord. C'est juste qu'ils vont pouvoir améliorer certaines parties, certains segments de leur entreprise. Ensuite, augmenter les prix, bah oui, alors là absolument, hein, de toute façon ça c'est pas vraiment une surprise non plus, l'augmentation des prix continuelle. Donc ça, évidemment, c'est oui. Surtout qu'ils vont être quasiment tout seuls à un moment sur l'IA, ou alors avec Google, mais voilà, ils seront deux en duopole. Conquérir de nouveaux marchés, évidemment, et ça va être vraiment le nerf de la guerre avec l'IA, mais pas que, à mon avis. Hein. Il y a tout ce qui est aussi des puces, à mon avis, ils vont s'y mettre, ils vont développer leurs propres puces. Donc tout ce qui est des puces plutôt ARM, qui consomment beaucoup moins, c'est ce qu'il y a aujourd'hui dans les tablettes, les smartphones, et qui se met en fait tout simplement de partout dans les ordinateurs, de plus en plus. Tous les systèmes embarqués, ils consomment beaucoup moins, et aujourd'hui, ils arrivent à faire des choses quasiment aussi puissantes que des ordinateurs. Donc, conquérir de nouveaux marchés, évidemment, et là je compte sur eux pour nous surprendre, il y aura également plein de choses dont on ne sait même pas que ça existera aujourd'hui, hein, qu'on ne peut même pas imaginer. Augmenter les volumes de l'existant, évidemment, également, surtout s'il y a vraiment une croissance démographique qui continue, parce qu'il y aura de plus en plus de monde, donc de plus en plus de personnes qui auront besoin de leurs produits, tout simplement. Mais pour une fois, c'est vraiment dans conquérir des nouveaux marchés que je pense qu'il y aura la meilleure croissance. Et ensuite, redressement aux filiales non rentables, j'ai mis non, en fait j'aurais pu mettre oui également, mais ça va pas être un axe de développement, mais il faut savoir que comme tous les géants de la tech, ils essaient de développer pas mal de choses, des applications en VR, il y a pas mal d'outils comme ça, ou alors en réalité augmentée, qui pour l'instant n'ont pas encore pris, donc il y en a qui sont rentables, il y en a qui sont pas rentables. Pour l'instant, globalement, c'est pas rentable. Il y a également tout ce qui est métavers, hein, qui va se développer. Alors, c'est pas encore arrivé, mais je pense que c'est qu'une question de temps. Pour l'instant, les gens se sont moqués, mais je pense que c'était juste trop tôt. À mon avis, les nouvelles générations arrivent et sont constamment sur les écrans H24, donc c'est sûr qu'elles seront beaucoup plus aptes à s'en servir que nous. Oh mon dieu, je suis de l'ancienne génération, ça y est. Donc il va y avoir plein de choses qui vont marcher et plein de choses qui ne vont pas marcher. Alors c'est très bien, mais combien ça coûte tout ça? Déjà, mini pause, je suis conseiller en gestion de patrimoine, donc si ça vous intéresse de construire un patrimoine vraiment intelligemment, eh ben n'hésitez pas à me contacter, on peut voir ça ensemble. Donc ici, globalement, si vous êtes là, on est sur le stock picking en bourse, donc vous êtes déjà calé niveau bourse, donc vous savez toute l'importance des intérêts composés. Donc là-dessus, à mon avis, j'aurais rien à vous proposer, mais par contre, il y a d'autres choses, il y a l'effet de levier que vous pouvez mettre en place avec, par exemple, de l'immobilier, si vous n'avez pas encore, et il y a aussi la partie défiscalisation, si vous avez des gros revenus, comment faire en sorte de défiscaliser en investissant. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à me mettre un commentaire ou à me contacter par n'importe quel moyen. Même les pigeons voyageurs, je prends. On revient sur Microsoft, ratio court-bénéfice, aujourd'hui on est à 35. Et ben finalement 35, c'est pas si élevé par rapport à d'habitude, on est un petit peu dans la moyenne. En 2022, on est redescendu beaucoup plus bas, ce qui était vraiment une bonne opportunité. En 2019 également. Donc ça, c'est juste si on regarde le price earning, donc le ratio court-bénéfice. On n'est pas à des valorisations de 50, 60, 70, et pourtant ils ont une très bonne croissance. Donc si on ramène ça à la croissance, donc un PEG, un price earning to gross, et ben là on est à moins de 2. Donc bon, ça reste cher, mais pour la qualité de l'entreprise, c'est pas si énorme que ça. Si on regarde également le ratio prix sur flux de trésorerie, c'est pareil, on reste un petit peu dans la moyenne, on est un petit peu plus cher que d'habitude, mais ça reste quand même tolérable, dirais-je. C'est pas une excellente opportunité, on n'est pas dans le meilleur moment, mais si on investit pour le long terme, pour les 5, 10, 15, 20, 50 ans,
eh bien, ça reste une excellente opportunité. Et pareil, ratio de l'entreprise sur les EBITDA, on reste dans la moyenne des prix d'habitude, peut-être un petit peu plus cher que 2018-2019, mais bon, il y a la croissance potentielle qui est attendue, la masse monétaire mondiale qui va continuer d'augmenter, donc il y aura de plus en plus d'argent, donc il y aura également de plus en plus d'argent qui vont partir dans les fonds d'investissement et dans les bonnes sociétés, donc ça reste pas très très cher. Pour du moyen long terme, évidemment. Maintenant qu'on a vu tout ça de manière fondamentale, on va l'analyser de manière technique avec Ichimoku. Et c'est parti. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire rêver. Regardez, depuis l'introduction en bourse en 86 à aujourd'hui, elle a fait 643 000% d'augmentation. Bon. Évidemment, il ne faut pas regarder le passé pour voir le futur, mais ça reste quand même une excellente évolution, sans déconner. C'est monstrueux. Si vous avez mis 1000 $ à l'époque, autant vous dire que vous aviez rien d'autre à faire que de regarder votre investissement monter. Bon, évidemment, c'est arrivé avec la croissance de l'informatique. Si on regarde un petit peu avec la crise des années 2000, combien ils ont perdu ? Environ 65%. Donc voilà, ça reste quand même une grosse perte pendant cette crise, mais bon, faut voir la montée qu'il y a eu avant, c'est pour ça également. Ensuite, en 2008, il y a eu une perte également de quasiment 60%, et il y a eu vraiment une stagnation entre les deux. C'était pas une grosse augmentation, toutes les valeurs tech de toute façon se sont fait défoncer, mais la différence, c'est qu'à l'époque, c'était l'arrivée de l'informatique, la démocratisation pour tout le monde, mais ça ne l'était pas comme ça l'est aujourd'hui. Et surtout, il y avait vraiment une grosse bulle. Par exemple, entre 93 et 2000, eh bien, ça avait pris quasiment 2000%, donc c'est énorme. Donc ensuite, il a fallu digérer tout ça, et depuis, regardez, on est reparti à la hausse, une belle hausse, et selon Ichimoku, on est sur une magnifique croissance. Donc depuis 2011 par exemple, eh bien là c'est pareil, une augmentation de x22 environ, donc ça reste très très bien, mieux que très très bien. Ça c'est sans compter les dividendes, mais bon les dividendes étaient très faibles et de toute façon ils n'en versaient pas avant. Alors maintenant, ce qu'on peut analyser au niveau d'Ichimoku, c'est que regardez la lagging span, elle est toujours restée au-dessus des cours, au-dessus du nuage, et que aujourd'hui là, on est tout simplement sur le bas de la Tenkan mensuelle. Donc soit ça va rebondir et repartir, ce que ça a fait énormément de fois par le passé. Regardez, on était un petit peu toujours au-dessus, on est venu rebondir quelques fois, on est venu rebondir ici, même ici on a eu une petite frayeur en 2020, Covid, mini frayeur, on est venu rebondir sur la Kijun mensuelle, donc voilà, c'est pas non plus énorme. Et sinon, on est dans une croissance qui est quand même magnifique, vous verrez pas souvent ça. Et en tout cas, ce qu'il faut voir, c'est qu'on s'en éloigne jamais beaucoup. Alors là, même s'il y a une crise, qu'est-ce qui peut se passer ? Soit on va pouvoir déjà rebondir sur la Kijun, on va la tracer comme ça, après on verra, qui est juste ici, qui est tout simplement le prix de novembre 2023, donc en fait ça monte très vite comme vous pouvez voir. Soit sinon, si c'est vraiment une grosse crise, on peut retourner à peu près au niveau du nuage. Donc là ça serait 287, donc ça pour se rendre compte un petit peu de combien c'est là, aujourd'hui ça ferait du moins 18% pour la Kijun et environ moins 30% pour tout simplement le nuage. Donc c'est pas énorme en vrai, ça resterait des variations qui ne sont pas monstrueuse, et honnêtement moi j'aimerais bien que ça arrive parce que j'ai encore du cash, donc si ça redescend je rachète, mais pour l'instant il n'y a absolument rien qui nous dit que ça va redescendre. Ensuite au niveau hebdomadaire, on va aller voir ça comme ceci. Alors là c'est pas exactement pareil, on a eu bien sûr 2022, vous le savez, on a eu une belle correction, ou plutôt une belle opportunité, ça dépend comment on voit les choses. Et on est venu se faire une grosse frayeur, on est passé sous le nuage en hebdomadaire, la lagging span est passée, elle est venue faire un double bottom, et elle est repartie vers le haut, on est reparti en belle croissance. Et là, depuis pas longtemps, ce qui s'est passé, c'est que regardez, on est toujours en croissance haussière, il n'y a pas de souci, mais par contre, on est venu descendre sous la Tenkan, la Kijun, et ça a formé un petit mur où on est venu rebondir dessus. Pour l'instant, il n'y a même pas eu de croisement, c'est encore à plat. Qu'est-ce qui peut se passer si on regarde juste Ichimoku? Soit ça rebondit juste ici, regardez, on est là. Soit ça va revenir rebondir sur les cours, donc ici on est ici, mais la lagging span est ici, forcément. Soit ça va venir rebondir, tout simplement, comme ça a fait beaucoup de fois par le passé. Je reviens juste un petit peu en arrière pour vous montrer. Là c'est venu rebondir ici, là c'est venu rebondir ici, là c'est venu rebondir ici, vous voyez, ça arrive souvent ça. La lagging span est super importante. Ici, c'est venu rebondir ici, ici également sur la Tenkan, voilà, vous voyez que pour montrer mes propos, ça arrive très souvent. Donc soit ça peut faire ça, puisque là on est vraiment exactement dans cet endroit-là, ça c'est les probabilités numéro 1. Probabilité numéro 2, ça va peut-être venir retoucher le nuage, pour offrir encore de meilleures opportunités, dans ce cas-là je rachète un petit peu, pour repartir ensuite à la hausse,
Et probabilité numéro 3, eh bien c'est qu'on vienne retâter un petit peu, alors pas directement, on va pas traverser le nuage comme ça sans rien, hein. En tout cas je ne crois pas, on va venir retâter, eh bien comme on a vu, les résistances mensuelles à 340 et ensuite 287. Alors là c'est plus moi une espérance que des probabilités, hein, mais je garde du cash au cas où ça arrive. Et puis sinon, au pire, c'est pas grave. Juste, on regarde avant 2022 ce qui s'est passé. Quand on est venu dans le nuage, on est venu essayer quand même de rebondir sur le bas du nuage. On a essayé de repartir. Alors, c'est pas parti parce que c'était vraiment une crise sur toutes les valeurs tech. Ça a essayé même 3 fois de repasser et finalement, c'est reparti vers le bas. Et on a eu des bonnes opportunités. Mais malheureusement, à ce moment-là, je n'ai pas acheté puisque je n'avais pas de cash. Donc, je ne refais pas cette erreur. J'ai toujours du cash de côté maintenant. On va voir juste en, daily. Et là, c'est un petit peu différent, puisqu'en daily, regardez, eh bien, on est passé dans une petite tendance baissière. Alors, comme on a vu qu'en hebdomadaire et en mensuel, on était évidemment en tendance haussière, eh bien, ça, c'est peut-être juste une petite correction avant de repartir, une petite frayeur, un faux départ. En tout cas, moi, je ne jouerai jamais à la baisse. Déjà Microsoft, déjà non, mais en plus, une micro-tendance baissière dans une tendance haussière moyen et long terme. Ce qu'on peut tracer ici d'ailleurs en support, eh bien ça va être tout simplement ici, il y a un doublement Tenkan et du nuage, là il y a une zone qui a intéressé et qui est venue rebondir plusieurs fois. Ici on est venu rebondir une fois, 2 fois, on voit là la Greenspan qui est rebondie, et ici on est allé le chercher, mais finalement on est reparti un peu à la hausse avant, donc c'est quand même possible qu'on vienne rechercher un petit peu cette valeur avant de repartir. C'est pas sûr du tout, hein. Et donc ça se trouve autour de 390. Donc c'est quand même possible qu'il y ait une petite correction, surtout qu'il y a quand même beaucoup de volatilité en ce moment. D'ailleurs, vous, petit détail, vous allez voir ça dans une semaine, donc il y aura 7 bougies en plus, donc ce ne sera pas exactement pareil. Et on pourra voir est-ce que c'est reparti vers le haut ou vers le bas, est-ce qu'il y a de meilleures opportunités ou non. Bon, après, il faut savoir quand même que tout ça, ça reste que des probabilités et que ça peut redescendre bien plus bas, hein. Si je mets en mensuel, la bourse reste la bourse, hein. Ça peut très bien descendre encore plus bas. On peut très bien aller venir rechercher le niveau de 2022, juste ici par exemple, à 234. Moi, j'y crois pas une seule seconde, mais rien nous dit qu'on ne peut pas revenir chercher ces niveaux si jamais, tout simplement, je sais pas, il y a une crise majeure ou une grosse chose. La bourse, ça reste très volatile, il faut le savoir quand même. Et voilà pour cette analyse, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez Microsoft ou non, si vous voyez vraiment un futur potentiel, ou alors s'il a déjà mangé son pain blanc. Dites-moi tout ça en commentaire, comme ça on peut en parler. En tout cas pour là, moi je vous dis merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!